Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir même en été parce que je suis un cinglé, voilà un cinglé comme ça. Une vidéo sur Outlive, un avis improvisé. Et quand je dis improvisé, c'est véritablement improvisé de A à Z parce que je ne compte pas reproduire la même erreur que lors de ma dernière vidéo. Vous savez, quel jeu pour la vie, quel jeu pour une nuit, quel jeu pour Ocaseo numéro 5, où je me suis retrouvé pris au piège. J'avais un petit peu préparé mon speech, et au final je me suis sorti un petit peu coincé en faisant mon texte, en parlant quoi. Et puis, au final je trouve qu'elle a pas tant de vie que ça, cette vidéo. Je l'ai quand même mise, parce que je travaille dessus et tout, c'est dommage de pas la mettre. Mais ouais, c'est pas moi ça, c'est pas moi. De toute façon, elle avait quand même duré 3 quarts d'heure, même en ayant fait durer la chose. Dédicace William, en passant. Et oui, c'est encore une vidéo qui va durer longtemps, je le sais par avance, c'est sûr. C'est toujours comme ça que ça se passe ici. Alors, Outlive c'est quoi? Outlive, c'est un jeu de survie. Je vais pas passer mon temps à expliquer les règles, il n'y a pas tellement d'intérêt. Comme d'hab, il y en a qui le font très bien. C'est pas la vocation de cette vidéo, d'expliquer les règles. Mais c'est un jeu de survie, c'est un jeu de poste d'ouvrier, on peut dire ça comme ça. C'est un jeu de gestion de son abri anti-radiation, anti-atomique, un abri souterrain, vous voyez, donc c'est le délire, thème post-apocalyptique, on a un groupe de survivants, on a des héros pendant la phase jour qui vont aller chercher des ressources sur le plateau de jeu, et on a une phase de nuit, on va chacun gérer son abri. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, enfin de 1 à 4 joueurs, parce qu'il y a une variante solo qui a été officialisée derrière avec l'extension. Mais de base ça joue de 2 à 4, sachant que le jeu change pas de 2 à 4 joueurs, à part les ressources, c'est pas le même nombre de ressources qui apparaissent sur chaque lieu, mais le jeu change un petit peu quand même, dans le sens où il y a une notion de pression qu'on met aux autres joueurs, et comme il n'y a que 8 lieux, enfin 9 avec l'extension, et qu'on a 4 héros, chaque joueur occupe un peu la moitié des lieux. Ce qui fait que quand on est 2 joueurs en s'arrangeant bien, on peut chacun être sur des lieux différents, mais quand on est 3 ou 4 joueurs, il y a forcément des lieux où on cohabite. Et là, là, ça peut être le drame, il peut y avoir du racket de ressources, etc. Voilà. Donc Outlive, mon avis. Alors j'ai quand même mis une caméra déportée, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, pour vous présenter un petit peu le tout, une petite boîte. Alors ce qui est marrant, pour la petite anecdote qui est complètement inintéressante, mais je suis obligé de le faire, voyez la couleur de la boîte là. En fait la couleur de la boîte, la vraie couleur, c'est plutôt ces tons là. Sauf que je me suis procuré d'occasion ce jeu. État nickel et tout, pas de problème. Sauf là, le couvercle, qui à mon avis a pris un peu le soleil. Donc c'est soleil, vraiment soleil ou une vague de radiation. Peut-être que le mec, il s'est trop laissé submerger par la radiation pendant ses parties. Et donc un petit peu, un peu plus de pastel, quoi. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, c'est marrant. Donc le mec me l'avait pas dit d'ailleurs, je vais le voir, il me passe la boîte et tout, c'est emballé dans un sachet, j'ai pas vérifié, j'ai fait confiance, j'ai regardé, le mec était super cool, super sympa, je l'ai pris, et puis après coup, chez moi, je regarde, et je fais, c'est bizarre, ça me paraît bizarre comme couleur, j'avais déjà vu la boîte, il me semble que c'était un peu plus vif, et en fait non, elle a pris le soleil, il me l'aurait dit, ça me dérange pas, ça m'amuse, ça fait que j'ai une édition limitée, édition soleil quoi, voilà. Alors c'est un peu le bordel dans ma boîte parce que j'ai aussi mis dedans le matériel de l'extension Underwater. Voilà, donc j'ai tout mis dedans, j'arrive à tout caser sans problème. Je vais quand même mettre de côté le matos de l'extension pour l'instant. Donc mon avis improvisé qui est improvisé, on va commencer par l'aspect thème et l'aspect matériel. Un petit peu liés, parce que généralement pour se mettre dans un thème, il faut que le matériel soit concordant, soit efficace, soit beau, soit esthétiquement irréprochable, j'exagère un petit peu. Et ben en attendant, je trouve que c'est le cas dans le jeu, je pense que le thème, c'est un thème qui me parle beaucoup. Le thème post-apo, j'adore, je suis fan de trucs de zombies, enfin fan, j'adore les jeux de zombies. Pas fan dans le sens où je regarde pas tous les films, Romero et compagnie, les grands classiques, je les ai pas forcément vus. Mais j'aime bien Walking Dead, et puis mais j'aimais déjà bien les zombies avant, et puis j'adore Zombie, la blonde, la brute et le truand aussi, ça c'est le jeu
la crème des crèmes des jeux d'enfoirés avec des zombies qui menacent à la porte, qui font tac tac tac, on aimerait rentrer pour manger quelques cerveaux s'il vous plaît, pas trop quelque chose à se mettre sous la dent en ce moment. Et donc voilà, je reviens sur le post-apo, c'est quelque chose qui me parle, hein, le côté un peu, voilà, tout est dévasté, on fait ce qu'on peut, on va scavenger pour récupérer des ressources, j'aime beaucoup. Donc le thème, moi, fan. Au niveau du matériel, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, je trouve ça pas mal. On a un plateau de base. Alors il y a deux plateaux. Il y a un plateau... Ah, quand je dis deux plateaux, tout de suite, je suis en train de vous tromper. Il y a un seul plateau principal. Voilà, ça c'est là où se passe la phase jour. Alors c'est toujours un petit peu la merde, parce que par contre, comme le plateau est comme ça, quand on le déplie, il est jamais très plat à chaque fois. Je suis pas le seul à avoir ce coup-là. Hein. Je vais virer, hop, le peignoir, on sera mieux. Je suis pas le seul, j'ai remarqué que sur le jeu de notre ami Smorbif, c'était pareil, il me semble. Tu pourras me confirmer ou m'infirmer cela dans les commentaires, mon cher Smorbif. En plus, on parle d'Outlive, tu as forcément posté quelque chose, j'en suis sûr. Et donc ça c'est dommage, mais sinon, à part ça, on retrouve bien le thème, hein. Donc c'est un petit plateau qui représente les différents lieux où on va pouvoir les récupérer des ressources. On va pouvoir récupérer des ressources, par exemple, vous voyez ici, il y a du bois à les récupérer. Ici, il y a des puces à les récupérer. Donc il y a plusieurs types de matériaux, hein. Il y a des munitions pour se défendre des méchants qui vont venir nous racketter, ou pour mieux chasser, parce qu'il y a aussi des endroits où on va pouvoir chasser. Il y a du fer, il y a de l'eau pour se nourrir, pour boire, hein, tout ce qui est... c'est considéré comme des denrées, donc on peut se nourrir en buvant de l'eau, ça existe. Il y a de la boîte de conserve ici, donc il y a 8 lieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 lieux. On a, au niveau, alors je reste quand même sur l'aspect visuel, sur le matos, etc. Bon, visuellement ça va, hein, on est dedans, il y a les devis à les fouiller, les illustrations sont pas vilaines. Au niveau des ressources qu'on va récupérer, alors je vais pas commencer à les déballer parce que ça va être le bordel, mais vous voyez par exemple là, ce sont des petits beefsteaks. Ça représente la nourriture qu'on va récupérer lorsqu'on va chasser. On va chasser le gibier. On a les petites barres de fer, là, les lingots de fer, je sais pas comment ça peut s'appeler. Les lingots de fer peut-être, ouais. On a tout, voilà, c'est vraiment des beaux petits tokens, comme diraient nos amis québécois, les tokens. J'arrête pas à chaque fois de faire des allusions à nos amis québécois. Hein. Je suis un gros consommateur de vidéos québécoises, j'adore ce qu'ils font, c'est génial, et je peux pas m'empêcher de sourire quand j'entends leur accent, que je trouve vraiment adorable, et tellement marrant en même temps. J'adore, je suis fan, je pourrais écouter ça toute la journée sans problème. Vous voyez les puces en question, etc., les petites tuiles d'eau. Ça, je trouve ça bien foutu. On a ensuite, au niveau des... Bah tiens, on a fait une partie hier soir. Il y en a qui n'ont pas tout rangé comme il fallait. Il y a un bourrin qui a mis ses mecs, je crois que c'est Ben Carder, hein, qui jouait les bleus turquoise comme ça. Il a même pas mis ses tuiles de départ avec. Menkar, si je t'attrape, ça va mal se passer. On a donc les survivants, vous savez, les fameux survivants qui vont eux aller qui vont aller faire les actions sur le plateau. Voilà. Donc c'est toujours le même, hein, si ce n'est qu'ils ont des valeurs de force différentes. Hein. On a 2 survivants de force 3, on en a un de force 4, un de force 5. Avec l'extension par la suite, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, on a des petits robots force 2, il y en a un par couleur. Et là, alors, petit détail con, mais je trouve ça bien, c'est que les couleurs des meeples, donc de chaque joueur, sont un petit peu originales par rapport à d'habitude. Alors, il faut que je retrouve le dernier pour vous montrer. Où est-ce que j'ai mis le dernier? Ici, voilà. On a, en fait, les couleurs de joueurs, et là, elles ont pas pris le soleil, hein, pour le coup. c'est du bleu turquoise, une espèce de rouge-orange, un petit peu entre les deux. On a un blanc crème, blanc un peu cassé, un peu jauni. Et on a un violet qui est un peu moins funky, mais quand même, c'est original quoi. De base, c'est toujours vert, bleu, rouge, jaune, et puis des fois, quand il y a un peu plus que 4 joueurs, il y a du noir, parfois du blanc. Mais là, vraiment, c'est des couleurs un petit peu originales. Ça, j'ai détail con, mais je trouve ça sympa. On a au niveau... Alors là, par contre, là où c'est un chouïa dommage, mais peut-être que dans l'édition Kickstarter, parce que j'ai une édition magasin, hein, une édition classique,
On a des survivants, parce que là c'est les survivants qu'on va balader dans la ville qui vont nous servir à aller collecter des ressources. Par contre, les survivants qui se tassent dans nos sas respectifs, hein, donc je vous présente justement, j'en profite pour vous montrer le sas respectif. Ouais, ça c'est le sas respectif avec, je dis le sas, l'abri, je dis le sas mais c'est l'abri en fait. Hein. Donc il y a l'abri avec nos fameuses réserves, hein. Donc là c'est là qu'on va simplement placer nos ressources, hein. On va placer nos ressources d'eau ici, notre bouffe ici avec les conserves. Le métal, le bois, les puces, les munitions. Et là, il y a 7 emplacements pour des salles. Et là, on a le fameux sas. Je suis en train de dire sas, c'est ça le sas en fait. Hein. Et donc vous voyez qu'il y a des petites pastilles, des petits cercles qui sont en réalité des emplacements de survivants. Et les survivants, c'est quoi? Les survivants, c'est ça. C'est juste des petits, c'est pas des meeples, hein, c'est des tokens, encore une fois. Alors recto verso, je vous ai montré une femme et un homme, mais en réalité, si je retourne l'homme, eh ben j'ai une femme, et si je retourne la femme, eh ben j'ai un homme à la grande surprise générale, donc c'est du... on met ce qu'on veut. Je vois que tiens, il y a encore un bourrin qui a mal rangé hier, qui m'a mis un scientifique dedans. Voilà, les scientifiques, ça va avec les scientifiques, ça va pas que le reste des... Allez, franchement, allez. Sortez votre jeu au club le mercredi soir. Et puis voilà, hein, vous devez tout ranger tout seul parce qu'ils font n'importe quoi les petits canailloux là. Et donc voilà, ces petits tokens survivants, je trouve qu'ils sont un petit peu petits par rapport au reste, alors que sans mot de rien, c'est eux qui valent le plus de points de victoire à la fin de la partie. Les points de survie, pardon, je dis points de victoire, mais ce sont des points de survie, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Voilà. Donc au niveau du matos, je trouve ça quand même pas mal. Je trouve ça pas mal, j'aime bien, c'est correct. Même au niveau de l'épaisseur, c'est pas... Vous voyez, ça c'est un plateau, donc c'est l'abri personnel, mais c'est un peu volant, mais ça reste un petit peu solide malgré tout. C'est un petit carton relativement solide. C'est pareil pour la fiche des événements, parce qu'on a des événements aussi. Et pour finir avec le matériel, on a des salles. En fait, on a des salles aussi qui vont venir. Je vous avais dit qu'il y avait des emplacements pour les salles dans notre abri. On a des salles modulables. Voilà, donc il y en a tout un paquet. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Voilà. Qui vont accueillir aussi des survivants, qui vont donner des capacités. En fait, chaque salle va donner une capacité, et à condition, bien sûr, qu'elle est réparée et qu'elle contient assez de survivants pour l'activer. En l'occurrence, ici, il faut 3 survivants, parce qu'il y a 3 petites silhouettes de survivants. Et il faut les nourrir après, les mecs, hein. Il y a une notion de nourriture, mais ça, pareil, j'y reviendrai un petit peu dans mon avis improvisé. C'est pas mal. J'ai pas parlé de la jauge de radioactivité sur le côté, hein, parce qu'il va falloir contrer à chaque début de phase nuit, quasiment début, il y a un moment où la radioactivité va taper, et il va falloir essayer de faire tampon avec des survivants dans le sas pour empêcher la radioactivité de monter trop dangereusement, parce que si on monte trop dangereusement, vous voyez, au début c'est des points de victoire en moins, paf, mais quand on arrive là, c'est des morts carrément dans notre abri. Et on va éviter d'avoir des décès dans notre habit, qui fait pas le moine, dans notre abri. C'est mieux. On va éviter les décès, ça fait des points en moins, et ça fait aussi des personnes en moins pour donner des bonus en se mettant dans des salles qui vont bien. Voilà, donc matériel, vraiment bien. C'est bien cartonné, j'ai équipements aussi, des équipements. Voilà. Pareil, bien solide. Hein. C'est dark. Pas bien solide, mais j'ai les dents un peu trop tranchantes quand même. Et je pense avoir fait le tour. Il y a des cartes. Bon, voilà, des cartes, hein. Paf, des cartes. Je vous apprends pas ce que c'est des cartes. Des cartes événements, justement. Des cartes personnages, hein, ce sont des leaders qu'on va avoir en début de partie. Quand je dis des leaders, on va avoir 2 leaders, on va en choisir un. Niveau matos, on est bon. Le matos de l'extension, j'en profite aussi, parce que je fais une vidéo qui fait un petit peu les deux, qui va principalement parler de Outlive, le jeu de base, et je prendrai un petit peu de temps à la fin pour parler de l'extension, ce que j'en ai pensé. Même si l'extension, j'y ai joué qu'une fois à 4. C'était hier soir, justement, j'en parle tout à l'heure, on a fait une partie exprès pour l'essayer. Je l'ai essayé en solo, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne d'une partie en solo, je l'ai essayé 2 fois en solo, je l'avais fait une fois avant, vous savez, je vous l'avais dit dans la vidéo, une partie qui a un peu merdé, j'ai pas pu garder la vidéo, donc j'en ai fait une autre derrière. Par contre, Outlive, sans l'extension, j'ai dû jouer
En solo, j'ai dû faire 3 ou 4 parties, et en multijoueur, j'ai dû jouer... j'ai dû faire 6-7 parties, je crois. J'ai jamais joué à 2 par contre, j'ai joué à 3 ou à 4, toujours. J'ai jamais joué à 2. Je pense que ça doit être le format qui doit être le moins intéressant à 2, parce qu'on se met moins de pression sur la carte, on est un peu plus tranquille, on est plus pépère, donc c'est plus Farmville, SimCity, tranquille quoi. SimCity version problème nucléaire dans la nature, mais bon. Voilà le truc. Maintenant, au niveau du jeu, on va rentrer un petit peu dans l'aspect mécanique, dans l'aspect sensation de jeu, l'aspect originalité, toutes ces petites choses-là. J'ai bien aimé. Alors pareil, je vous donne un peu les infos comme ça, pêle-mêle, à vous de reconstituer le puzzle, le puzzle. Et quand j'ai découvert le jeu, ouais, il est comme ça, je vais vous raconter un petit peu l'expérience. J'ai découvert le jeu, alors j'ai jamais été un mec très féru des nouveautés, de savoir à l'avance ce qui va se passer, la preuve, hein, je donne un avis improvisé sur Outlive, là, en mi-2019, hein, le jeu est sorti déjà depuis au moins 3 ans, si je dis pas trop de bêtises. Je devrais le savoir en regardant le petit livret d'heure, il doit bien avoir une année quelque part, non, je sais pas s'il est marqué, souvent il y a un copyright 2017, la boîte à jeux, voilà, donc ça fait au moins 2 ans. Je pense même que c'est 2016. Bref, ça vient pas de sortir. Et donc c'est la Miss Morbif qui vient un jour avec ce jeu. Ouais, j'ai un jeu de survie, tout machin, voilà, c'est sympa, un peu de gestion, etc. Ok, moi je me greffe à la table, j'essaye. Et j'avoue que, à l'issue alors j'ai bien aimé le principe, au niveau des règles, moi j'apprends les règles, machin, il explique à la tablée. Tout va bien, c'est sympa. La partie est intéressante, la partie est rigolote, mais j'ai le sentiment un peu de galérer quand même dans le jeu. Quand je dis galérer, c'est pas forcément galérer dans la façon de gérer ma partie, mais en plus j'avais opté pour une salle. Ce qu'il faut savoir qu'en début de partie, on va tirer, on a 3 salles de base, tous les joueurs ont les 3 mêmes salles de base, qui sont toutes à réparer. Hein. On commence avec rien en état opérationnel. Sauf, j'y viens juste après, attention, ne faites pas, mais si, voilà, j'y viens. Et on tire 6 autres salles, parmi un pool de salles, on en tire 6, on en choisit 4, on jette les 2 autres, on les remet dans la boîte, hein, on les jette pas à la poubelle, pas con, Jean-Pierre, et donc 4 salles qui sont un peu plus originales par rapport aux autres joueurs, on ne les aura pas toutes, etc. Et parmi donc ces 7 salles, donc les 3 de base qu'on a toutes, et les 4 un petit peu originales, on va en choisir une en début de partie qui sera déjà construite quand même. Donc on commence en réalité avec une salle construite. On commence avec 4 survivants, donc on a déjà l'occasion de remplir cette salle si on le veut. Ce qui, sans mot de rien, oriente beaucoup la stratégie qu'on va essayer de monter tout au long de la partie, tout du moins en early game, en début de partie. Et j'avais fait un choix qui devait pas être terrible, ou alors je l'ai pas bien joué, peut-être les deux à la fois d'ailleurs. Contrairement aux autres qui avaient fait des choix peut-être plus faciles pour une première partie plus abordable et qui ont été plus payants. Donc j'ai eu l'impression de me sentir à la rue pendant la partie, et même au niveau du score, j'avais pas fait un score terrible, je me souviens plus du score, mais j'étais pas bien. Et par contre, l'ami Smorbif, lui, il avait tout éclaté, il avait tout cartonné. Et quand j'ai joué cette première partie, donc à 4 joueurs, voilà, et ben j'ai eu un sentiment de ouais, c'était pas mal, mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui coince. J'avais surtout l'impression que c'était déséquilibré. En fait, au niveau des salles, les salles donc les salles sont très disparates en termes de pouvoir qu'elles donnent. Hein. Il y a des pouvoirs forts, des pouvoirs moins forts. Et je trouvais que ça rendait le jeu un peu déséquilibré, qu'il y avait des choses faciles à faire, des choses facilement rentables à faire, et des choses nettement moins rentables à faire. Et ça, c'est un avis qui... alors, malgré tout, le jeu m'a donné un goût de reviens-y, un goût de... Ouais, quand même le thème est sympa, c'est quand même rigolo, la mécanique des héros qui se baladent et qui se mettent la pression, et ça je vais y revenir juste après, j'ai trouvé ça vraiment excellent, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa, c'est tellement rare dans un jeu de poste d'ouvrier. Alors c'est un jeu de poste d'ouvrier un peu bizarre, hein. C'est une poste d'ouvrier, c'est un jeu de déplacement d'ouvriers qui collecte, hein, donc c'est quand même... c'est très très proche. C'est une espèce d'hybride en fait, c'est un...
c'est bizarre, il y a quelque chose d'inconscient en moi qui me dit, c'est pas exactement un jeu de poste d'ouvrier, et pourtant, bah, si, on a des ouvriers sur le plateau, on les bouge, et on collecte des choses, et il y a un petit truc derrière qui fait que je le trouve un chouïa différent des postes d'ouvrier classiques. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, je suis sorti là en me disant, vous voyez un truc de genre là, quoi. Un truc incompréhensible. J'avais envie d'y rejouer, et en même temps, voilà. On en a fait une deuxième partie, pas trop longtemps derrière, quelques semaines après, je crois, et j'ai encore eu ce même genre de sensation. Pareil, j'avais pas fait une partie excellente point de vue scoring. Je m'étais quand même amusé dans la partie, et j'avais essayé autre chose, j'avais essayé une autre salle de départ, une autre orientation tactique, et ça m'avait pas non plus vraiment réussi. J'ai trouvé ça frustrant, et en même temps, ouais, sympa, mais bon. Et après cette deuxième partie, il y a eu une longue période où on n'a pas ressorti au club, on n'y a pas joué, etc., etc. Et puis beaucoup plus tard, donc il y a peut-être il y a plusieurs mois, je me le reprocure. J'ai eu une envie, un regain de « Allez, je veux le ressortir et tout, c'est vraiment cool le thème, etc. etc. » Je me le procure, voilà. J'y joue. Et là, l'alchimie, je veux pas dire que ça marchait pas avant, parce que j'ai quand même eu envie de me le procurer plus tard, après 2 parties, il y a un moment, donc quand même... On est quand même une période où il y a tellement de nouveautés, etc., de jeux qui sortent, qu'on va vite zapper un jeu qui nous a pas plu. Et là, c'était pas le cas, donc c'est qui m'a quand même marqué. Donc je me le prends, je commence, je le ressors au club, on fait une partie, je rejoue ailleurs aussi, pareil, je fais du solo, de la partie solo, avec la petite variante disponible sur internet, avant que je me procure l'extension. Et là, je me rends compte, et après quelques recherches sur internet, je me rends compte que le jeu est plus équilibré que ce que je pensais. Que les salles étaient plutôt bien pensées, le coût des salles... Alors les salles, quand on les améliore, elles ont toutes le même coût, c'est 3 ressources, on paye 3 ressources, voilà, c'est fait, quelles que soient les ressources. Sauf les denrées, on paye pas que de la bouffe, on paye pas que des munitions, mais en ce qui concerne le fer, le bois et les puces, c'est le même tarif, on donne ce qu'on veut. Mais en réalité, le nombre de survivants que nécessite une salle pour être activée, et le bonus de la salle en question, et le coût de la salle à être entretenue, c'est pas la même. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple ici, on a 2 salles. Vous voyez, 2 salles qui sont bien différentes. Alors je vais essayer de cadrer, voilà. Vous voyez la salle du haut, celle qui fait qu'on peut résoudre un événement par tour en payant 2 matériaux de moins, ou 2 munitions de moins, ou une denrée en moins. Ça nécessite 4 survivants pour le jouer. Et par contre, en entretien, en termes de bouffe, les survivants ne coûtent que une seule bouffe. Donc soit un os, soit une boîte de conserve, soit une viande. Alors que là, donc ce petit bonus, pas méchant, quoi, mais un entretien assez peu coûteux. Par contre, la tuile, la pièce du bas, qui permet d'aller gagner 2 conserves de plus quand on va sur le cargo, et surtout qui laisse tout le temps une place libre, parce que le cargo c'est un endroit premier arrivé, premier servi, ne nécessite que 3 survivants, mais coûte 3 ressources, 3 denrées pour être utilisées. Donc au final, le bonus qui est énorme, il est contrebalancé par le coût d'entretien qui est aussi énorme. C'est le coût le plus cher, hein. Les salles coûtent entre 1 et 3 denrées pour entretenir les survivants qui sont dedans. Et donc, ouais, j'ai eu le sentiment, maintenant avec un peu plus de recul, avec un peu plus de parties, que les salles sont plus équilibrées. Pareil pour les équipements, tous les équipements coûtent 3 ressources aussi. Par contre, les équipements ont des coûts précis en ressources. Parce que si au niveau des salles, c'est vraiment les ressources qu'on veut, la combinaison, le panachage de ressources qu'on souhaite, autant pour les équipements, je vais vous donner des exemples, je vais vous en donner 2, c'est un coût précis. Par exemple, vous voyez ici le détecteur de métaux, il va coûter, pour être construit, un bois, une puce et un fer. Et le kit d'artificier, c'est 2 bois et un fer, donc il y a toujours c'est des coûts bien ciblés, il faut avoir des quantités précises de ressources qu'on va aller chercher. Donc là-dessus c'est pareil, je trouve pas déséquilibré, je trouve pas qu'il y ait
d'équipement plus fort qu'un autre. À la limite, il y a une petite différence au niveau de la batte de baseball et de l'armure qui va avec, qui permettent de mettre plus de pression. Enfin, la batte permet de mettre plus de pression une fois par tour. C'est plus nul quand on joue à deux, parce qu'on va moins souvent mettre la pression, et puis c'est plus fort quand on joue à plus, parce qu'il y a plus de cibles potentielles à racketter. Donc là, oui. Mais pour le reste, c'est les objets de collecte, c'est plutôt équilibré. Après, c'est un jeu où il faut être optimiste. Faut être... pas optimiste. C'est bien d'être optimiste aussi en jouant, mais il faut être... opportuniste, voilà. Faut être opportuniste et faut pas être con non plus. Les objets vont par deux, en réalité, il y a des paires d'objets qui se font, avec un petit symbole, j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi. Et généralement, les paires d'objets, chaque paire d'objets a un effet sur un lieu précis. Et donc, si on va prendre le premier objet d'une paire, et qu'on va jouer beaucoup dans ce lieu en question, le lieu dans l'objet confère un bonus, bien entendu, on va essayer de se procurer le binôme de la paire, quoi. Enfin l'autre objet qui combine avec, pour vraiment accroître les bonus sur ce même lieu, puis jouer à fond sur ce lieu. Enfin, si on prend des objets qui coïncident pas ensemble en termes de bonus et qu'on va même pas sur ces lieux-là, oui, forcément on va faire de la merde, on va faire un score de merde, et puis donc c'est un classique, c'est une règle qui s'applique à absolument tous les jeux. Enfin, si on se spécialise dans un domaine, il faut jouer avec ce domaine. Faut pas partir YOLO dans tous les sens. Hein, c'est complètement évident. Donc voilà, au niveau de mon ressenti, c'est ça quoi. J'ai vraiment le sentiment d'avoir, avec du recul, que le jeu est beaucoup plus équilibré qu'il l'y paraît au début, où on va plus facilement dire ouais mais c'est de l'arnaque, lui il joue cette salle là en premier, c'est trop facile, il y a des rabais tout le temps. Le truc un petit peu qui paraît un petit peu évident pour tous les débutants, et je pense qu'on est beaucoup à avoir pensé ça au début, c'est de jouer la salle qui permet de construire les autres salles avec moins de matériaux. Alors ça marche qu'une fois par tour, mais c'est quand même énorme quoi. De construire une salle avec un seul matériau à la place de 3, c'est fort. C'est fort. Surtout qu'on va le jouer une fois par nuit. En fait, une fois par nuit, on aura une salle qui coûtera que 1, c'est tout. Faut le jouer comme ça. Si on veut vraiment le jouer de manière la plus rentable possible, faut le jouer comme ça. Donc à la fin du tour 6, toutes nos salles les 7 salles sont faites du coup, parce que la première est gratuite. Et donc ça, c'est une économie de matériaux assez énorme, et ça paraît évident. Et il me semble que Smombif avait joué cette salle-là dès le début, sur la première partie, il avait fait un score de fou, donc ça nous avait tous paru super fort. Et au final, c'est pas plus fort qu'autre chose. C'est le coût de la salle, de l'entretien de la salle, etc. est assez équilibré par rapport au reste. J'avais lu un truc, alors c'est pareil, parce que quand je m'étais renseigné sur Outlive, j'avais lu des choses sur des forums, des machins, des sites à propos de ce jeu, et j'étais tombé sur une discussion, je sais plus sur quel site, c'est peut-être Trick Track, c'est peut-être Board Game Geek, quelque chose du genre. Il y a des personnes qui se plaignaient justement, qui disaient ouais mais Outlive c'est pas très équilibré, il y a des salles qui sont vraiment fortes par rapport aux autres, la salle qui immunise aux pénuries c'est super fort, aux pénuries, aux événements, pardon, pas aux pénuries, justement, la salle n'immunise pas aux pénuries. Et il parlait d'autres salles, et là il y avait je crois que c'est un des concepteurs du jeu, je sais plus qui, mais vraiment quelqu'un qui s'était mis dans l'équipe créative du jeu, qui avait répondu sur le forum et qui avait expliqué, qui avait fait tout un laïus sur la manière de calculer comment avec quels éléments on peut considérer qu'une salle est vraiment rentable par rapport à une autre, etc. C'était blindé de calculs et d'exemples et de justificatifs. Et j'avoue que je me souviens pas de tout. Et j'avoue aussi qu'en lisant le truc, j'avais décroché avant la fin. Pareil, trop calculatoire pour moi. Ça m'ennuie en fait. C'est pas que c'était trop dur à suivre, c'est qu'à un moment donné, ça m'ennuyait de voir autant de calculs et de machin. Je me suis juste dit, bon allez, je lui fais confiance. Mais ça avait l'air... en fait, son raisonnement, je l'ai trouvé vraiment intelligent. Et je me suis rendu compte, ça m'a aussi aidé à me convaincre que le jeu était plus équilibré qu'il n'y paraissait, qu'il fallait pas se fier aux apparences, que les salles les plus fortes n'étaient pas forcément celles qu'on pensait. Et puis aussi que le jeu était quand même bien plus calculatoire que ce qu'on pourrait penser.
Et c'est là où ça peut être un mauvais point de ce jeu, c'est que le côté immersion on prend un coup. À partir du moment où on commence à calculer trop, bah, on se sent moins dans une période de crise, machin, c'est la crise atomique, etc. On survit, on fait ce qu'on peut. On raconte moins d'histoires dans le jeu. Alors ça, faut partir dans l'idée que dans Outlive, on vit pas une histoire épique, rocambolesque, etc. avec des retournements de situation énormes. Non, c'est pas, ça reste un jeu de gestion. Hein. Malgré tout, ça reste un jeu de gestion. La personne qui m'avait revendu le jeu d'occasion m'avait justifié la revente de ce jeu par ouais, bah c'est un jeu qui a un petit peu le cul entre deux chaises. Alors c'est un peu de la gestion et en même temps c'est pas vraiment de la gestion, mais c'est en même temps trop léger. C'était pas une question d'être un peu le cul entre deux chaises niveau gestion et un aspect plus améritrage que je cherche encore aujourd'hui. C'était pas ça, c'était plutôt le niveau de difficulté du jeu. C'était surtout ça ce qui l'embêtait, c'est que le jeu était un peu trop méchant pour du joueur casual, casual débutant, quoi, ou occasionnel. Et en même temps, il était pas assez sophistiqué, pas assez compliqué pour du joueur qui cherche du contenu plus velu. Et il est un peu entre les deux, et donc voilà, donc en gros, si lui il a envie de jouer cool, il va partir sur un jeu qui est plus cool, forcément, et s'il a envie de jouer plus méchant, il va partir sur un jeu plus méchant. Et donc ce jeu-là, il se retrouve un petit peu entre les deux, puis il a moins l'occasion de le sortir, voilà, ça, c'est pas le réflexe de le sortir. Et je considère son argument comme valable, hein. Je trouve ça juste, parce que c'est vrai qu'il il manque un chouïa de profondeur quand même au niveau du jeu. Enfin, faut partir dans l'idée que c'est un moment. C'est de la gestion, quoi. C'est une gestion mignonne, malgré tout. C'est une gestion mignonne. Et j'avoue qu'après la partie d'hier, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour, même si au final, non. Et ce qui est dommage dans le jeu, c'est que il y a... Genre les équipements, il n'y en a pas tant que ça. Les salles, il n'y en a pas tant que ça de différentes. Et le tirage des salles en début de partie t'oriente ta partie, et après c'est tout. Genre après, t'essaies d'optimiser au mieux les situations, mais ça manque un petit peu de folie derrière. Ça manque un peu de... C'est très dur une fois qu'on est parti dans un axe. C'est très dur, si on veut faire un résultat, de se réorienter et de partir sur un autre axe. C'est pas évident, parce qu'on prend du retard sur les autres, et le jeu ne dure pas assez longtemps pour réussir à rattraper le retard, et puis à repasser devant, non, c'est pas la peine. Donc si on est 4 joueurs à jouer vraiment tous cool, voilà, on fait un petit peu n'importe quoi, on s'amuse, on explore, on se met la pression comme des bourrins, on joue de ça, c'est pas mal. Enfin là, ça va aller, il y aura pas de problème. Par contre, s'il y en a un ou deux qui jouent vraiment à fond la win là-dedans, et à une table, il y a toujours au moins un ou deux qui jouent la win à fond, hein, c'est connu, là, ça va être compliqué, quoi. Là, ça va être dur de partir sur autre chose. Qu'est-ce que je peux ajouter à propos de ce jeu ? Avant d'évoquer l'extension qui est pas mal. Les leaders, alors les événements, les leaders, c'est pareil, c'est marrant parce que ça... Je reviens un petit peu sur l'immersion, je parlais uniquement des événements pour l'instant. Les événements, les petits événements, tac, voilà, je trouve ça, c'est sympa, ça rajoute un petit peu de piment au jeu, c'est-à-dire qu'il y a 6 événements qui sont face cachée en début de partie sur la petite planche. Où est-ce que je l'ai mis cette planche ? Voilà, il y a une planche spéciale événement. Et hop, voilà, planche événement, on est bon. Donc on va en mélanger 6, voilà, ils sont face cachée. Et à chaque début de jour, on va retourner un événement. Et là, vous voyez, par exemple, il y a une invasion de rats. Ça, c'est marrant, parce que c'est celui-là qu'on a eu en... C'est le tout premier événement qu'on a pioché hier. Et donc l'invasion de rats, vous voyez, il suffit de lire, vole une denrée dans chaque abri. Un mort si impossible. Donc l'invasion de rats, c'est-à-dire qu'en début de phase journée, on va tous devoir se débarrasser d'une denrée. Si on peut pas parce qu'on en a plus, on a un mort dans l'abri. Et ça fout le bordel. Parce que des fois, on a personne dans notre sas. Vous savez, là où les survivants arrivent, vous savez peut-être pas encore, si vous n'avez pas encore joué, mais...
Le sas, c'est l'endroit d'arrivée des survivants, tac tac, avant qu'ils soient rapatriés dans différentes salles, qu'ils soient dispatchés. Et pourquoi je parle du sas? Je ne sais plus pourquoi je parle du sas. Oui, parce que quand on a un mort dans l'abri, soit on le retire d'une salle, soit on le retire du sas. Donc généralement, on va le retirer du sas. Parce que si on le retire d'une salle, l'effet de la salle saute, quoi. Il faut que la salle soit entièrement remplie pour que l'effet puisse être joué. Et donc ça peut foutre la merde dans ce sens-là, donc il faut garder une denrée de réserve. Sauf que les denrées, c'est pas évident à avoir dans le jeu, quoi. On en a... il en faut toujours un petit peu plus que ce qu'on doit garder pour nourrir nos troupes, pour recruter derrière, parce que c'est aussi les denrées qui vont servir à recruter des nouveaux survivants derrière. Et donc c'est le sens du jeu. On n'en a jamais vraiment beaucoup en réserve, surtout que la nourriture... Il y a une notion de... Alors, je sais pas si vous entendez, mais il y a des petits bruits de couinement derrière. Je crois que c'est mon bébé qui s'amuse. Ça donne ça va appuyer sur le côté survie. Et par exemple, l'eau, à la fin d'une phase nuit, on a une conservation de 2. Et nourriture, 0. Par contre, les conserves, ça conserve. Les conserves, ça va, on peut en stocker plein. Par contre, la bouffe, en fait, la viande, on n'arrive pas à la conserver, quoi. C'est pas... Ça dure pas avec le temps. Donc la bouffe, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très précieux, et donc l'invasion de rats, dans ce sens-là, c'est chiant. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être autre chose, ça peut être des pilleurs qui vont, eux, à chaque tour, vous voyez, la réserve de plus de la fête foraine, hop, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux, diminue de 2 si on a 2 joueurs, de 3 si on a 3 joueurs, de 4 si on a 4 joueurs. Et donc tous ces effets comme ça, un effet en plus par tour, vont tous s'appliquer tout le temps. Tant qu'ils sont pas résolus. Et ça met une pression, parce qu'on sait pas sur quoi on va tomber. D'un tour à l'autre, on sait pas. Il y a quand même un paquet de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cartes, 12 à la base, plus 2 avec l'extension, parce qu'il y en a 2 que j'ai rajouté avec l'extension. C'est-à-dire que d'une partie sur l'autre, on peut avoir... c'est simple, hein, il y a 6 événements par partie, il y en a 12 à la base, c'est-à-dire que sur une partie... Si on rejoue une partie derrière, on peut avoir les 6 autres, ou alors un mix, un panachage, ça peut être tout n'importe quoi. Donc, ça peut être des pénuries, hein, parce qu'à chaque phase de jeu, on va réapprovisionner les lieux, hein, les ressources sont jamais limitées. C'est-à-dire qu'en bois, par exemple, si on veut du bois à 4 joueurs, il y aura 10 unités de bois en début de tour, donc avant chaque début de nouveau tour, on va remettre 10 bois, etc., etc. Mais avec des pénuries en bois, si par exemple on tombe sur l'incendie de forêt, il y aura du bois en moins. Donc là, en l'occurrence, à 4 joueurs, on aurait 6 bois au lieu de 10, pour tout le monde. Et premier arrivé, premier servi, bien entendu. Donc il y a des choses comme ça, il y a des rats, il y a des tempêtes de salles, où ça baisse la force des personnages. J'avais dit que j'avais parlé d'ailleurs de la force des personnages et de la pression du racket, j'en ai pas encore parlé. Vraiment un élément que j'aime beaucoup. Et ben on va y venir. Je finis avec les événements, et on va y venir à la force des personnages. Les événements enchaînent beaucoup, et c'est aussi un facteur de points de victoire. Vous voyez, là par exemple, il y a un petit 3, c'est-à-dire que si on le résout, on gagne 3 points de victoire. Les pilleurs, c'est 3 aussi, l'invasion de rats, c'est 5. Ça aussi, entre 3 et 5, c'est 3, 4 ou 5. Nuage radioactif, c'est 4, par exemple. On peut les résoudre, ces événements. Il y a une phase pendant la nuit, phase résoudre un événement. C'est vraiment la toute première phase d'ailleurs d'une phase de nuit. On le voit sur l'abri, il y a un petit récapitulatif ici des différentes phases de la nuit, et on voit résoudre les événements 1. Vous voyez, ensuite nous restons survivants, etc., etc. Il y a juste à suivre le guide. Et donc comment on fait? Par exemple, un incendie de forêt. Pour résoudre un incendie de forêt, il faut payer 3 unités d'eau. Si je paye mes 3 unités d'eau, je gagne la carte, et je gagnerai donc les 3 points de survie à la fin de la partie. Première arrivée, premier servi aussi en matière d'événements. Donc généralement ça se passe comme ça, on prend l'ordre du tour, et puis on peut en faire un chacun son tour, jusqu'à ce que personne puisse. Mais comme c'est des ressources à chaque fois, vous voyez, un petit peu les coûts que ça coûte, c'est pas donné. Et ben il faut les allonger les ressources. Généralement les ressources on les a gardées pour réparer un objet, on les a gardées pour construire une salle, c'est pas évident. J'avais dit que je parlerais de la pression, un élément que j'aime beaucoup dans le jeu. J'ai essayé de partir hier soir sur une stratégie pression, ça n'a pas trop marché, parce que j'ai eu le sentiment de ne pas avoir beaucoup de grosses opportunités de pression, et je l'ai pas joué si bien que ça non plus, je dois aussi reconnaître.
J'aurais pu tenter d'autres trucs. Je pense que si c'était à refaire, si je devais refaire la partie, je l'aurais joué complètement différemment. Mais bon, c'est bien, ça forge expérience. Alors on a des personnages, on a des héros avec des valeurs différentes. Hein, je vous avais dit tout à l'heure, on a chacun 4 héros. Et on a des valeurs allant de 3 à 5. Donc on a 2, 3. Enfin, on a 3, 3, 4, 5. Voilà. Ce sera plus facile de dire comme ça, c'est plus facile à comprendre. Et très simplement, nos héros, et c'est aussi... Alors en fait, il y a deux choses qui m'ont plu au niveau du placement des ouvriers. Il y a la pression, mais aussi la façon de se déplacer. C'est vrai que ça, j'avais bien aimé aussi. Je vais carrément tous les sortir, ça sera plus pratique. Je vais en sortir... J'en parle déjà dans les... Enfin, vous l'avez déjà vu, si vous avez regardé les vidéos de mes parties solo, forcément, au niveau des règles, c'est que vous êtes déjà dedans. Et ce que j'aime dans le jeu, ce que j'aime bien, c'est ce petit côté un peu mal de crâne qu'on peut avoir parfois, quand on doit déplacer nos gus. Parce que figurez-vous qu'il y a des règles de déplacement qui consistent à... Alors bien entendu, on a 4 mecs chacun, alors je parle toujours pas d'extension, on a 4 mecs chacun, et on va tous les faire agir une fois. On va tous les faire agir une fois, sachant que quand ils commencent tous au sol, comme s'ils étaient encore en train de dormir, et ils n'ont pas encore agi, voilà, c'est comme ça qu'on les distingue. C'est comme ça qu'on distingue celui qui a déjà agi et celui qui n'a pas encore agi. Tant qu'ils sont au sol, ils sont intouchables, ils sont pas, on peut pas les racketter, ils font pas d'effet, etc. Voilà, tout est bien. Par contre, à partir du moment où ils se lèvent, là où on le bouge, après ils peuvent être la proie de multiples raquettes. Et donc les règles de mouvement de perso, c'est que quand j'en prends un, il ne peut pas finir son mouvement sur une case où il y a déjà quelqu'un du même clan, sachant que ça implique y compris les personnages qui ne sont pas encore agi. C'est-à-dire, je suis là, je peux pas dire tac tac, je viens ici, parce que lui n'a pas encore agi. Eh ben non, je ne peux pas, parce que c'est deux de la même couleur, je ne peux pas quand même. Et un personnage bouge, alors il doit bouger, il peut pas rester sur place et refaire la même action, et il doit se déplacer de 1 à 2 cases. Sachant que, vous voyez, les lieux sont connectés un peu tel un cercle, donc on peut aller dans les deux sens, mais on peut pas couper à travers le champ. Donc, par exemple, je vais venir ici, tac, tac, voilà, je vais accomplir l'action tout de suite, et après, c'est un autre joueur, donc là je l'ai mis debout, vous voyez, je suis en 3, alors j'ai pris l'exemple du cargo, où c'est premier arrivé, premier servi, il y a un emplacement 3, donc un héros 3 ne peut plus venir ici, mais un héros 4, un héros 5 peut venir ici. Et là, par exemple, si je suis un méchant joueur orange, je peux éventuellement venir avec lui, qui a une force de 4. Tac, je me déplace au même endroit, et comme il y a un héros adverse avec une force moins importante, je vais pouvoir le racketter. Le joueur orange pourra racketter le joueur beige. Et on prend la différence de force, et c'est un nombre de ressources que le joueur qui se fait racketter va devoir donner sous la menace à son adversaire. Donc là, 4 moins 3, ça fait 1, il va devoir donner une ressource. Il y a néanmoins moyen de se défendre, hein. Je parlais des munitions pour se défendre du racket, on va pouvoir cramer des munitions pour se défendre. Donc si par exemple, c'était un cas de figure où c'est un 5 qui vient, là il racket, il a plus 2 en force par rapport au joueur beige, il va pouvoir dépenser 2 munitions pour l'empêcher de le faire, ou alors s'il a qu'une munition par exemple, il va pouvoir payer une munition et donner une ressource, ou alors il n'y a pas de munitions, il va donner 2 ressources. Ou alors il a des munitions mais il ne compte pas les utiliser, parce qu'il les garde pour aller à la chasse par exemple, il va quand même donner 2 ressources de son choix. Voilà le truc. Et ben ça j'aime bien, Déjà au niveau du placement, parce que des fois, je vous raconte pas, on a besoin de ressources absolument, un type de ressources, mais on a déjà quelqu'un qui est sur ce lieu de collecte de ressources, qui était venu au tour d'avant. Sauf que, ça veut dire qu'il faut que je le bouge avant pour que lui puisse venir enfin sur le lieu de collecte. On libère le lieu, comme ça lui il peut venir ici, voilà, c'est assez bien. Sauf que ouais, c'est bien beau, mais là-bas, il y a un truc que je convoite aussi. Et les mecs sont en train de se ruer dessus, il y en a plus beaucoup. Faut que j'y aille. Ah ouais, mais si j'y vais d'abord, lui il va faire quoi? Il va aller là. Ah, vous voyez, c'est 8 endroits, 4 persos, mais ils peuvent jamais être au même endroit, les 4 persos peuvent jamais se retrouver au même endroit. Et ben c'est le bordel. Il y a toujours des situations à un moment donné où on se dit « Oh putain, j'ai fait le boulet, j'étais nul, pourquoi je suis parti comme ça? C'est de la merde, c'est de la merde. » Voilà, c'est dur d'anticiper tout le jeu, ça paraît rien, 6 tours comme ça, 4 actions par tour, mais il n'y a que 8 lieux, et il y a des lieux où on veut tout le temps revenir, et c'est la merde. Notamment l'eau, on veut souvent aller chercher de l'eau, et pas que, hein, pas que.
Voilà, au niveau des persos. Alors les leaders, c'est un peu anecdotique par contre dans le jeu, je trouve. C'est un peu dommage, je trouve que le leader, il est pas... Un petit regret, il aurait fallu un petit truc en plus, je pense. Parce qu'au final, son pouvoir... Parce que les leaders, en fait, c'est simplement le PQ de départ. Hein. Le leader, en tant que même, il sert à rien. C'est quoi le leader? C'est celui qu'on choisit va nous dire, bah tiens, on va commencer avec nos 4 survivants, donc un survivant ici, ici. Ouais, ça change en fonction du leader. Par exemple, lui, que j'ai eu hier, lui, il commence à chaque coin, etc., etc. Et ensuite, vous voyez, donc un leader, c'est notre PQ de départ, donc c'est un objet pas réparé, pas encore réparé au moment où on le récupère, puis par exemple là, il a 2 conserves, voilà. Et en plus de ça, il y a un âge, chaque leader a un âge, 32, 34 ans, 17 ans, 51, et tout simplement en début de partie, le joueur dont le leader a l'âge le plus avancé est premier joueur. Voilà, c'est juste ça, il n'y a rien de bien particulier. Donc c'est dommage parce que t'as des mecs, voilà, des illustrateurs se sont embêtés à faire des personnages qui auraient pu être plus charismatiques dans le sens où ils auraient pu apporter un peu plus dans le jeu. Mais non, en fait, une fois qu'on a choisi notre leader, qu'on a pris toutes nos infos, eh ben on fout notre carte à côté de notre plateau perso, et puis en fin de compte, on n'a jamais besoin de la regarder. Aucun intérêt, on peut limite même les ranger tout de suite, hein, c'est pareil, c'est le même tarif. Voilà, c'est un petit truc que je trouve un peu dommage, parce que le jeu est cool, parce que le thème est assez marqué malgré tout, même si ça reste un jeu un petit peu euro quand même, hein, il y a de la gestion à fond, donc qui dit gestion dit le thème est un petit peu là pour faire beau, mais ça pourrait parler de dinosaures, ça serait pareil. Mais bon, ça aurait aidé. Quand j'y joue, j'arrive pas à voir trop le côté calculatoire, hein, malgré tout. Enfin, il est très présent, hein, le jeu est très calculatoire. Ce que je veux dire, c'est que j'arrive à me mettre dedans, à partir dans le délire de... ouais, voilà, c'est post-apo, on fait ce qu'on peut, on survit, on fait des actions, on récupère des ressources. J'arrive encore à... Disons que ça me fait un peu plus voyager que les autres jeux euros. Voilà. C'est ça que je devrais dire plutôt. Et ben ce petit pouvoir de leader en plus, ça m'aurait fait davantage plus voyager que les autres jeux euros. C'est comme ça que je le vois. Je parle maintenant un peu de la partie solo. Vite fait. La partie solo, on joue contre... déjà c'est bien qu'il existe une partie solo. J'ai aucune idée. Est-ce que c'est un des créateurs du jeu qui a pondu la partie solo, ou est-ce que c'est des fans et que je sais pas, soit la maison d'édition, soit les créateurs du jeu. Pardon. Petit rototo. Soit les créateurs du jeu se sont dit, bah tiens, c'est génial, on va l'officialiser. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. Il y a peut-être une info dans le livre de règles Underwater, peut-être qu'ils disent oui, partie solo par... non, il n'y a rien. Je pense pas. Il n'y a rien, pas grave. Alors, on joue, nous, de manière normale, en tant que joueur humain, on joue contre une horde. Alors, on appelle ça la horde. En réalité, c'est un camp adverse qui n'a pas de bunker souterrain, d'abri souterrain, etc. C'est une espèce de communauté de survivants qui sont moins sensibles aux radiations et qui sont un petit peu mutants par la même occasion. Et puis qui va nous affronter via le jeu. Hein. Donc il y a des règles un petit peu différentes, qui a des héros aussi, qui en début de partie arrivent sur le plateau à la phase 1, au tour 1. Ils sont pas placés de base, ils arrivent, bon c'est un petit... ça change pas grand chose. Et la horde joue toujours en premier. Des petites règles du genre, la horde met la pression, mais nous on peut pas lui mettre de pression, on peut pas lui piquer de choses. Quand elle va chercher de l'eau, elle n'a pas besoin de puce, parce qu'il y a une petite... quand on va chercher de l'eau, il faut dépenser une puce, hein, pour puce magnétique pour rentrer, tac, et puis après on se sert. La horde, non, elle s'en fout de la puce, parce qu'elle prend de l'eau qui n'est pas traitée. Voilà. La horde radioactivité OSEF, voilà, on boit tranquille, la sénoise, hein, des inconnus, aucun problème. Et puis, il y a des choses, genre, elle répare des objets, elle va toujours essayer de réparer des objets, ce qui est le plus intéressant pour les symboles, enfin pour combiner avec des symboles, etc., pour avoir des points de victoire en plus. Elle construit pas de salle, parce qu'il n'y a pas de bunker en fait, il n'y a pas besoin de construire de salle. Par contre, en contrepartie, chacun de ces survivants va valoir 2 points de survie à la fin de la partie, plutôt que 1. Parce qu'à la fin de la partie, un survivant vaut 1 point de survie.
C'est pas mal. Ah oui, et j'ai pas dit, c'est que c'est comment la horde progresse. Elle a des cartes. Elle a des cartes. Alors vous l'avez vu si vous avez regardé mes parties en solo. Si vous n'avez pas regardé mes parties en solo, elle a des cartes que je ne trouve pas. C'est le bordel dans ma boîte. Hein. Vous la voyez pas là, vous voyez pas le contenu, mais c'est un bordel pas possible. La horde a des cartes. Donc un petit paquet de 8 cartes. Ouais, tac, des cartes horde qu'on peut imprimer hein, via internet. Si vous avez le jeu de base et que vous n'avez pas l'extension et que vous voulez jouer en solo, tout se trouve sur internet facilement. Et en réalité, il y en a 8. Donc comme il y a 4 actions par tour, on va faire 3 fois le tour du paquet, vu que ça joue en 6 jours. Et donc on va piocher une carte, et on va regarder, il y a un ordre de lieux, du 1er au 8e. Et le premier lieu, c'est le lieu dans lequel la horde va se rendre. Donc là par exemple, c'est un lieu de chasse le plus proche, pour chasser, puis ensuite prendre des ressources s'il reste des points de collecte. Parce que je vous parlais de la force tout à l'heure, ça équivaut aux points de collecte. Pareil, je vais passer les détails, on s'en fout. Hein. Le but c'est de donner mon avis, c'est pas de vous donner les règles. Et donc la horde commence toujours, si possible, par son héros le plus faible en force. En cas d'égalité, on essaye de prendre le truc qui... il n'y a pas de règle précise en cas d'égalité, mais je la joue de manière à... Je me dis, je vais faire le choix pour la horde qui est le plus contraignant pour moi, ça me paraît logique. Et si le lieu de chasse pas dispo, on va au barrage, si barrage pas dispo, on va à la base militaire, etc. etc. C'est toujours pareil. Il y a plusieurs règles de placement, mais bon, ce qui fait que c'est automatisé comme ça, et ça peut promettre ça promet des surprises parfois. Il y a des coups. En fait, la horde est relativement imprévisible, et c'est pas mal, ça donne du challenge, parce que des fois on fait un truc, admettons, on aurait été opposé en 1 contre 1 à un joueur humain. En fonction de son board, en fonction de ses mouvements précédents, etc. On arrive à anticiper, on sait à peu près vers quelle stratégie le joueur va partir, et on va agir en conséquence, ou alors, si on la joue autiste, on s'en fout complètement, et ça changera rien. Par contre, la horde, bah, comme c'est imprévisible, ça donne un petit peu... Des fois, elle va faire un coup, et on va se dire « Ouh, putain, merde !» Ah ouais, en fait, il vient de prendre toute la flotte. Bah, je suis dans la merde. Enfin, toute la flotte. Non, c'est pas possible. Si, avec des pénuries éventuellement. Bon bref, une ressource qui est... Il y a une pénurie avec un événement négatif, voilà, il y a moins de ressources, et puis là, le mec prend toute cette pile de ressources qui reste, et en fait, on avait prévu de la prendre. Bah, sauf qu'on peut pas. On est dans la merde. On est dans la merde. Donc ouais, il y a des coups comme ça qui sont assez vilains, qu'on voit pas venir, parce que c'est la horde, ça paraît tout gentil, mais c'est pas gentil. J'ai déjà perdu contre la horde, ça m'est arrivé, la première partie que j'ai faite, je l'ai perdue. J'avais fait un tirage quand même très mauvais pour moi niveau événement. Il y a un concours de circonstances qui a fait que... par contre, c'est la seule défaite que j'ai eue, j'ai joué en 5 parties contre la horde, j'en ai gagné 4 derrière. Et à part une victoire qui était un peu... ouais, je vais même pas dire serrée, parce que j'avais pas beaucoup de marge, mais j'avais un petit peu de marge quand même. Par contre, les 3 autres parties, c'était toujours des cartons, quoi. J'avais beaucoup d'avance, et il n'y avait pas trop de challenge. Donc après, ils disent, si on veut corser un petit peu la difficulté de la horde, rien ne nous empêche de remplacer certains de ces héros, par exemple les héros 3, par des héros 4 aussi, des autres couleurs, faire un panachage de couleurs, et faire en sorte que ces héros soient plus forts, comme ça, plus facilement de la pression sur nous, et on paye plus de ressources, du coup, en raquettes, et voilà, ça corse le truc. Pourquoi pas? J'ai pas encore essayé en mettant des héros plus forts. Après, je sais pas si je vais jouer, si je vais continuer à jouer en solo à ce jeu, j'ai l'impression c'est quand même toujours plus plaisant de jouer avec des adversaires humains, j'ai joué plusieurs fois en solo. J'ai fait le tour du solo, je préférais jouer à autre chose niveau jeu en solo. Mais bon, en tout cas, la capacité de jouer en solo à ce jeu reste quand même plaisante, faut le faire, faut le tenter, c'est amusant. Je vais passer maintenant à Underwater, l'extension Outlive Underwater. Et là, je vais virer quelques petits pions que j'ai mis sur le plateau, et je vais virer le plateau, parce que Underwater est livré avec son propre plateau. Vous voyez, hop, qui est le même, en réalité, qui est le même en un peu plus grand. Vous allez voir la différence. Voilà. Petite différence quand même. C'est le même en un peu plus grand, à la différence, aux quelques différences près,
Donc outre la taille, on a un secteur en plus au milieu qui couvre, bah, qui propose plusieurs actions. Vous voyez, il y a plusieurs actions. Bon, le reste c'est du gadget, hein. Par exemple il y a des petites pattes d'ours là qui représentent les piles de tuiles chasse qu'il n'y avait pas sur le plateau d'avant, mais on les met quand même, les tuiles de piles chasse sont quand même présentes sur le plateau d'avant. Et donc ces actions, enfin il y a des règles en plus, encore heureux, hein. C'est une extension pour avoir juste une case en plus et pas de règles, c'est con. Le petit robot dont je vous parlais, en début de partie, il y a 4 robots, un pour chaque couleur, ici, qui sont inactifs. Et en fait, pendant le jeu, on va pouvoir aller l'activer, moyennant un point de collecte, un bois, une puce, un fer et un niveau de radioactivité dans la tronche. Et ça va nous conférer un robot qui sera, en fait, comme un héros de plus, de force 2 seulement, qui fera des petites actions. Mais le gros avantage du robot, c'est que c'est un tour de jeu en plus, donc ça permet de temporiser par rapport aux autres héros, dans le sens où même s'il a que force 2, il n'est pas sujet à la pression, et lui-même ne pourra pas raqueter. En même temps, raqueter avec 2 en force, je vois pas comment on peut y arriver, mais en tout cas on ne peut pas le faire. D'ailleurs, ce lieu en question, la base sous-marine, parce que c'est une base sous-marine, donc dans le pitch de l'histoire, c'est un truc du genre... ils ont découvert une base sous-marine, je vais vous le lire d'ailleurs, tiens, je l'ai sous la main. 2084, cela fait maintenant 5 ans que les clans survivent, tant bien que mal, au sein de leur abri souterrain. Récemment, d'étranges robots collecteurs ont été aperçus dans les environs. Le téméraire Conrad Bordage entreprit de découvrir leur provenance. Entre parenthèses, Conrad Bordage, c'est un nouveau perso qui est dans l'extension. Il n'y a qu'un nouveau perso dans l'extension, c'est lui. C'est un plongeur. Je l'ai joué dans la partie solo avec l'extension. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un groupe de scientifiques vivant dans une base sous-marine pendant tout ce temps dans le secret le plus absolu. La technologie qu'offrent les scientifiques serait un atout indéniable pour être choisi par le convoi. Parenthèse, oui, parce que dans l'histoire de Outlive, on a 6 jours pour faire nos preuves, parce qu'un convoi va passer et va choisir le meilleur groupe de survivants. Donc, le meilleur groupe de survivants, c'est le groupe qui a le plus de points de victoire, voilà, c'est le petit prétexte. Un peu bidon le prétexte, hein, mais bon. Ça s'appelle le convoi, tout ça. Mais tous les clans s'intéressent maintenant à cette découverte. Un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre et un seul le clan qui... Ah non, c'est bon, je pensais que c'était mal écrit, non. C'est moi qui ai mal lu. Et seul le clan qui saura utiliser la base sous-marine au mieux augmentera ses chances de survie. Donc voilà, base sous-marine, on peut pas lutter dans la base sous-marine, on peut pas se mettre la pression, c'est un lieu qui est un havre de paix. Bon, je vais pas expliquer toutes les règles parce que je les ai données déjà dans ma partie solo avec l'extension, mais en gros c'est des actions en plus. Il y a possibilité de mettre la pression chez les autres de manière nucléaire, de manière avec les radiations. On peut faire monter le niveau de radiation chez les autres, un truc qui n'existait pas dans le jeu de base. Et on peut le faire 2 fois, enfin, on peut le faire une fois gentiment et une fois plus méchamment, et on fait monter les autres de 2 crans. Ça coûte plus cher, mais il y a une manière plus agressive de jouer. Un petit poivron, ouais, enfin légumes, on peut recruter des scientifiques, c'est là qu'on échappe, on peut construire on peut aussi réparer des équipements gratos. Toujours une fois par tour, mais de toute façon ça coûte des points de collecte, hein, tout ça, donc on peut jamais tout faire d'un coup, c'est pas possible. Les scientifiques, alors qu'est-ce qu'apporte l'extension? Grosso modo, des scientifiques, donc une manière en plus de recruter des survivants, parce qu'un scientifique c'est un survivant. En fait, la seule différence entre un scientifique et un survivant, c'est le point de victoire, le point de survie, que donne le scientifique à la fin de la partie, à condition qu'il puisse être associé à un symbole. Et un symbole c'est quoi? Un symbole c'est 2 équipements qui combinent et qui donnent un petit symbole complet. C'est un mini puzzle de 2 pièces, qu'on fait. À la fin de la partie, un équipement donne 1 point de survie. Et si on a combiné 2 équipements, donc 2 points de survie, qui font un symbole, le symbole donne 1 point de survie en plus. Et si on a le scientifique en plus qui s'adapte, ça fait 4 points de survie pour 2 équipements et un scientifique. Donc c'est pas mal. C'est que ça. Sinon, ça sert à rien d'autre. Ça sert à rien d'autre. Quoi dire d'autre? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout sur l'extension. En fait, l'extension rapporte pas masse de choses, mais ça change pas mal de choses. Disons que cette base sous-marine, elle change pas mal de choses dans le sens où ça bouleverse un peu les habitudes, dans le sens où déjà, c'est un lieu de plus, ok, voilà, c'est bien. Mais le chemin pour y aller, on passe par les 2 villes.
Ce qui fait que plutôt avoir un chemin circulaire, on a un chemin circulaire avec une espèce de raccourci au milieu, qui donne plus de possibilités de mouvement, sans mot de rien, c'est pas négligeable. C'est marrant parce qu'en termes de ratio, dans le jeu de base, on a 4 héros à placer sur 8 lieux, soit la moitié des lieux. Quand on prend l'extension et qu'on considère qu'on a débloqué le robot, on passe à 5 ouvriers à placer sur 9 lieux. Ce qui paraît plus bondé, plus dense. Et au final, ça ouvre. J'ai eu le sentiment que ça ouvrait plus de possibilités, parce qu'on n'est plus sur une histoire de cercle et les possibilités de prendre le raccourci par les villes, par la base sous-marine. Parce qu'avant, on pouvait pas du tout aller d'une ville à l'autre. Hein. Vous doutez, il fallait faire 1, 2, 3, 4. Hein. Le même héros faisait passer 2 tours à y aller. Bon, généralement, c'est un autre héros qui allait pour lui. Bon. Donc là, ça change pas mal de choses. Donc en termes de placement, en termes d'opportunités de mouvement, oui, c'est beaucoup plus... ça ouvre beaucoup plus de choses. Le côté agressivité, j'aime beaucoup, même si on l'a pas vraiment exploité hier soir. On l'a fait un petit peu, en fin de partie. En cours de partie aussi, je crois. Je crois qu'on l'a fait... Allez, à nous 4, en 6 tours, on a dû le jouer 3 fois ou 4 fois. J'ai un doute. 4 fois, je crois. Et avec du recul, je me dis que j'aurais dû essayer de spammer un peu plus le 4 pour voir ce que ça fait, pour embêter vraiment les autres. C'est peut-être une façon de jouer, ça, d'agresser les autres là-dessus. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Bon, les scientifiques, je trouve ça vraiment gadget. C'est un aspect d'extension... c'est vraiment pour dire c'est le prétexte pour pouvoir créer le lieu, c'est l'histoire, enfin, vraiment... on aurait pu partir sur un autre thème, ça aurait été mieux, ça aurait été limite mieux. La raison est un peu bidon, quoi. L'équipement gratos à faire pour 3 points de collecte, je trouve ça fort. Ça change pas mal de choses aussi, dans le sens où on peut créer l'objet pendant le tour. Et ça, pareil, ça ouvre pas mal de possibilités, parce que le bonus, on peut l'obtenir tout de suite. Hein. Par exemple, on va dans une ville prendre un équipement, tac, le coup d'après, on envoie quelqu'un construire, réparer l'équipement tout de suite. Puis, troisième mec il va dans le lieu où l'équipement est efficace, et voilà, ça fait gagner un petit peu de temps. Le robot, c'est pour moi le gros changement, c'est le gros plus de l'extension. Quand je dis le gros plus, je trouve pas ça extraordinaire, mais c'est peut-être l'élément qui offre le plus de nouveautés dans le jeu. Parce que ce petit personnage qui permet de temporiser, c'est pas mal. Il n'y a que ça en fin de compte. Mais c'est marrant, je trouve que c'est une bonne idée de ne pas l'avoir donné en début de partie. Et d'offrir la possibilité de ne pas aller chercher, parce qu'au final on n'est pas obligé d'aller chercher. Il faut dépenser les ressources pour aller le faire, pour aller le construire, mais c'est pas obligatoire. Bon. Hier soir, on l'a tous joué. On est 3 à l'avoir construit au tour 2, et un dernier joueur qui l'a construit au tour 3 ou 4, si je dis pas de bêtises. Mais c'était... Et donc c'est marrant, ça fait une petite course. Ça donne un petit... Un petit axe tactique en plus en début de partie. Voilà, puis une fois qu'on l'a, après on taille notre route, mais c'est trop... C'est toujours pareil, hein, dans un jeu de poste d'ouvrier, avoir un ouvrier de plus, même si c'est un ouvrier un petit peu amoindri, un petit peu moins fort, c'est toujours ça de prix. Puis il est forcément rentabilisé, parce que le fait de le construire, ça coûte un point de collecte, plus 3 ressources, plus un niveau de radioactivité. Admettons qu'en moyenne, on va le construire au tour 2, il reste 4 tours derrière pour le rentabiliser. Genre en 4 tours, on aura largement pris plus que un point de collecte, 3 ressources et un niveau de radioactivité. Donc je vois pas comment aller chercher le robot peut ne pas être rentable. C'est pas possible, c'est forcément rentable. Même si on fait de la merde avec, c'est forcément rentable. Et puis le fait d'être immunisé à la pression, c'est génial. L'envoyer en première action comme ça, c'est super, quoi. C'est vraiment super. Je pense avoir fait le tour. Je regarde vite fait le petit livret extension, base sous-marine, ouais, matériel, donc il y a 2 équipements en plus, hein, qui donnent des bonus dans la base sous-marine uniquement, donc il y a le harpon qui donne une viande en plus quand on y va, et la boîte à outils qui donne un point de collecte en plus quand on y va. Bon, ça donne un symbole en plus, bien entendu, parce que les deux objets vont ensemble.
On a une salle en plus qui va se rajouter au pool de salles, une salle qui donne plus en force du robot. Voilà, donc ça fait un robot force 3 avec 3 points de collecte au lieu de 2. On a les 2 événements en plus, qui n'ont pas forcément de rapport avec la base sous-marine, hein, c'est assez standard. Et puis l'emplacement, et puis les règles pour le jeu solo qui sont validées avec un véritable truc bien imprimé, bien beau, de bien meilleure, je vais y arriver, de bien meilleure qualité que ce qu'on obtient quand on imprime nous-mêmes avec nos trucs cheap chez nous. Donc là, mon petit verdict à propos de l'extension Underwater, je trouve ça... je l'avais dit dans la vidéo de partie solo, j'avais souligné le fait que la plupart des avis que j'avais lus ou que j'avais vus, entendus, c'était que ça apportait pas grand chose de plus, que c'était sympa sans plus. Je reste un peu d'accord avec eux. Je trouve pas que c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire. Je trouve que ça... Après, c'est peut-être aussi une qualité, hein. Ça casse pas le jeu tel qu'on le connaît. C'est du plus. C'est du plus. Ça permet de la polyvalence dans le jeu, c'est pas mal. Ça permet peut-être... Je parlais tout à l'heure d'une difficulté dans le jeu à réorienter sa stratégie. Peut-être que ce lieu... Alors j'ai fait qu'une partie à 4 joueurs, mais peut-être que ce lieu permet plus de versatilité au niveau de la tactique aussi, au niveau de notre façon de jouer, de mener notre partie peut-être. C'est sympa. Le point, je l'ai pas vraiment développé, mais cet aspect-là, l'aspect on peut mettre la pression au niveau radioactif chez les hôtes. Par contre, c'est peut-être ce que je préfère. C'est peut-être ce que je préfère dans cette extension. Ça ouvre une possibilité de rendre le jeu, enfin, de rendre une tactique plus... ça ouvre la porte à des tactiques un peu plus agressives. Alors ça sera pas un fond de jeu, ça va rester que des actions comme ça, on peut pas axer une stratégie entière sur de l'agressivité, on n'arrivera pas. Les autres vont se développer, on peut pas contrecarrer leur développement total, mais ça peut faire de sérieux dégâts, quoi. Ça peut clairement faire des dégâts, monter les jauges de radioactivité à fond, c'est-à-dire que si par exemple je m'amuse chaque tour à mettre un mec 4 ici, donc à jongler entre mon héros 4 et mon héros 5, ça peut faire beaucoup de dégâts, quoi. Ça peut faire très mal. Et ça c'est cool, quoi. C'est cool de mettre la pression, j'aime bien. C'est sympa. Donc ouais, c'est le petit plus. C'est le plus, c'est que ces deux actions-là rendent cette jauge de radioactivité plus effrayante. Parce qu'en jeu de base, franchement, pour arriver à moins 11, voire au-delà de moins 11, enfin au-delà, il n'y a pas de au-delà, parce qu'une fois qu'on est à moins 11, après on a toujours un mort, mais on reste à moins 11. Mais j'ai jamais vu quelqu'un arriver à moins 11 dans une partie d'Outlive normale, hein. Faut vraiment mal gérer sa partie, mais faut vraiment être la victime d'un énorme concours de circonstances pour que ça arrive, mais c'est chaud. Par contre, avec l'extension, autant les autres parties que j'avais faites, on était toujours plus ou moins, donc il y en a qui arrivent un petit peu à aller choper le plus 1, voire le plus 3, mais en fin de partie, c'est dur d'être au plus 3. On est généralement au 0, moins 1, moins 2 en fin de partie. Autant là, pendant la partie, il y avait du jaune parfois, hein, voire je me demande s'il n'y a pas eu un orange à la fin pour quelqu'un, je suis pas sûr. Mais il y avait, je me souviens quand on a compté les scores hier, qu'il y avait un moins 7 à un moment donné pour quelqu'un. Donc c'est que y a un danger, et on a vraiment on est plus sensible à ça, on fait plus gaffe, on est un peu plus ravi quand on chope une algo-capsule en fouillant la ville, alors qu'avant c'était ouais bon ok cool, c'est bien je m'en cale quoi. Alors que malgré tout c'est comme un point de victoire, c'est comme si on faisait hop un point de victoire cadeau, c'est quand même bien quoi. Mais là non c'est, il y a un enjeu plus grave derrière. Donc voilà, c'est ce que je préfère sur l'extension. Donc là, est-ce que je regrette mon acquisition, putain, je prenne un peu de repos, je crois, hein. Il est vraiment l'heure que je finisse la vidéo. Est-ce que je regrette mon acquisition de l'extension de Outlive Underwater? Non, pas du tout. Je pense que c'est très bien. Je pense que l'extension est bien pour les fans du jeu, pour ceux qui apprécient vraiment le jeu. Je pense qu'ils vont apprécier l'extension. Pour ceux, par contre, qui considèrent le jeu comme sympa sans plus, ne vous l'appropriez pas, il n'y a pas tellement d'intérêt. Si c'est un jeu que vous sortez pas souvent,
c'est pas la peine de prendre l'extension. À ce moment-là, le rapport qualité-prix de l'extension devient pas très intéressant, parce que c'est quand même 25 balles prix boutique conseillé, je crois, et 22,50 dans la plupart des boutiques en ligne. C'est pour le peu de trucs. À la limite, il y a le plateau qui justifie un petit peu, mais après, c'est jamais quelques cartes, 4 robots, un perso, 2 événements, 2 objets. Enfin, 4 objets du coup, parce que les objets sont en double. Ouais, c'est pas... C'est pas fou, hein. Ça reste pas fou. Donc bon, ravi, mais j'ai pas bondi au plafond en découvrant ce qu'il y avait dans l'extension. Voilà, clairement. J'ai rien d'autre à ajouter. Si j'oublie, de toute façon, bah, je rajouterai pas, parce que je peux pas modifier ma vidéo une fois qu'elle est publiée, donc c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Si j'oublie un truc, tant pis pour moi. Voilà. Et vous, alors, dans les commentaires, que pensez-vous de Outlive? Et je sais qu'il y a quelques petits gars du genre Menkar qui va peut-être dire « Bah moi, l'extension, je trouve ça génial pour telle ou telle raison. » Donc n'hésite pas, vas-y, exprime-toi. N'hésite pas à dire ce que je n'ai pas dit. Je suis sûr que tu as des choses intéressantes à dire. Il me reste à vous faire des gros bisous et à vous dire à très bientôt et à très vite. Salut!